Bonjour et bienvenue, l'émission qui réveille de 7h à 9h, formation vidéo, vous souhaite bien évidemment une belle arrivée, une belle rentrée sur cette nouvelle séance Windows, la séance 8 si je ne dis pas de bêtises, où nous allons parler, comme promis, de tout ce qui est gestion de documents. Vous êtes encore une fois, sûrement pour la plupart, habitués à utiliser votre système Windows, mais comme il s'agit d'une formation comme toutes les autres, qui a visé tout public au départ, qui ensuite va de plus en plus sur des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus avancées, et qui touche peut-être un public plus restreint, on va voir déjà comment gérer nos différents documents. On va basculer par magie sur le système virtualisé ici, et on va voir justement comment gérer des documents. Qu'est-ce qu'un document? Vous voyez, c'est des questions sûrement très simples, mais il y a peut-être des gens qui manipulent tout un tas de choses, qui se servent encore une fois de leur système Windows parce qu'ils n'ont pas trop le choix, et c'est pas toujours, tout n'est pas forcément évident pour tout le monde, tout n'est pas forcément pratique. Donc on va essayer un peu de délier tout ça pour qu'à la fin de cette vidéo, voilà, il n'y ait plus vraiment de problème concernant justement cette gestion de fichiers, que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. On va passer. Alors Explorateur, je rappelle, le raccourci touche Windows et E, d'accord, pour Explorer. Vous ouvrez directement votre interface, on va aller dans Documents, ici, et on va pouvoir gérer tout un tas de choses. Première chose, d'ailleurs, je vais pas forcément, si je vais le faire ici, si on va chipoter, on va le faire là. On peut créer des documents au départ sur Windows. Première chose qu'on va faire qui est très importante, c'est tout ce qui est affichage d'extension. En gros, un fichier possède un type, d'accord, qui le définit. On a des fichiers texte, on va avoir des fichiers qui représentent des images, des fichiers qui représentent des musiques, des fichiers qui représentent des PDF. Un PDF, c'est un document en fait qui pourrait limite être prêt à l'impression, pour être imprimé directement sur depuis votre ordinateur ou autre, et on a comme ça tout un tas de formats différents. Ces formats donc possèdent, on va dire, plus ou moins un système, pour rester simple, un système d'identification qui permet de dire voilà, bon bah tel fichier, grâce à un identificateur bien spécifique. Alors on va pas rentrer dans les détails techniques puisqu'il s'agit de programmation, de codage, etc. Donc on va pas trop compliquer les choses. Permet de dire bon voilà, ça c'est une image de tel format, ça c'est un fichier son de tel format, etc., etc. Pour Windows, même si ce n'est pas forcément une bonne idée de fonctionner comme ça, mais c'est comme ça que le système fonctionne, il se base notamment sur les extensions. Donc en plus, et plutôt que de se baser principalement sur ce système en fait d'identification qui est universel pour chaque fichier, dit un fichier qui possède telle extension, une extension c'est tout simplement ce qui va venir à la suite du nom de votre fichier, dit bon bah voilà, si ton fichier termine par telle extension, pour moi c'est un fichier texte, s'il termine par telle extension, c'est tel fichier, tel fichier. Alors attention, cela ne veut pas dire par exemple que si vous changez l'extension d'un fichier image en une extension de fichier audio, que vous allez transformer une image en son, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que le système, lui, va le considérer comme étant tel, d'accord? Il va se comporter en fait différemment avec le fichier. Pour autant, vous n'allez pas faire de la conversion comme ça juste en changeant une extension. Donc ça, comme on a besoin de le voir, et c'est aussi une question de sécurité, c'est pour ça que je pense que c'est bien de le faire pour tous, même si on est débutant, même si on découvre Windows, etc. C'est bien de prendre cette habitude, et encore plus peut-être même quand justement on ne sait pas trop se servir de son ordinateur, et qu'on ne veut pas risquer de choper des virus, d'installer n'importe quoi, c'est d'afficher ces extensions. Parce que par défaut, généralement en tout cas, Windows va masquer les extensions qui sont courantes. Par exemple, quand vous allez créer un fichier texte, on va le voir ici, je fais donc un clic droit, je fais nouveau, document texte, je mets un nom, genre rapport de stage, voilà. Je fais entrer, vous voyez qu'on a juste un nom de fichier. D'ailleurs, je voulais pas cet affichage là. Voilà. Donc c'est bien, mais ce fichier du coup, c'est marqué rapport de stage parce que j'ai mis ce nom là au pif, mais rien ne me dit que c'est véritablement un fichier de texte en fait, un fichier qui va contenir un rapport. Ça pourrait très bien être une musique, être un lien vers un site internet, être un programme qui se lance, voilà, un exécutable qui du coup pourrait d'ailleurs même installer un truc dangereux sur le système, on n'en sait rien. On n'a pas vraiment de moyen de savoir. Alors même si on pourrait éventuellement être mis un peu sur la voie par rapport à l'icône qui s'afficherait sur le fichier, parce qu'on peut identifier des choses là, ça c'est bien quand on connaît son système. Quand on connaît absolument pas, eh bien on pourrait vous mettre n'importe quelle icône, on pourrait même trafiquer l'icône, parce qu'on peut sans problème modifier une icône de programme, pour vous faire croire par exemple que vous avez une musique, vous en pensant que c'est une musique, vous cliquez dessus et pas de bol, vous venez d'installer un virus gentiment sur votre ordinateur. Il n'y a même pas besoin de vous forcer la main, vous l'avez fait de vous-même, c'est quand même magnifique. Pour ça, on va activer les extensions pour qu'elles soient affichées par défaut pour tous les fichiers du système. Voilà. Parce que sinon Windows va, comme je vous disais, masquer les extensions des fichiers qui sont connus, généralement. Donc pour cela, on va faire quelque chose de très simple. Pour faire le plus simple, alors oui, on peut soit passer, puisqu'il y a encore une fois sur Windows, plein de manières différentes d'accéder aux mêmes endroits, c'est tous les chemins mènent à Rome en fait. On peut soit depuis l'explorateur, puisqu'on est ici, aller dans affichage,
comme la dernière fois, d'aller en options et modifier les options de dossier. Sinon, bah, vous faites tout simplement une recherche. Hein, d'accord. Faites option des dossiers, généralement vous trouvez des choses comme ça. Voilà, option de l'explorateur du fichier. Voilà, si vous voulez être sûr de retomber sur la même chose. Le principal, c'est d'arriver sur cette fenêtre-là, dans tous les cas, peu importe de là où vous passez pour y accéder. Ici, vous allez aller dans l'onglet Affichage. Rappelez-vous, c'est un petit onglet où on avait été la dernière fois déjà, dans la précédente séance, il me semble. On va descendre un peu ici, et on va trouver justement cette ligne qui est ici. Vous voyez, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Elle est généralement cochée. Si c'est le cas, vous la décochez. Vous faites Appliquer et OK. Et là, regardez mon fichier texte, on voit apparaître une extension. Donc généralement, vous avez le nom du fichier, un point, et un petit nom, donc de quelques lettres, seulement, c'est jamais beaucoup de lettres, qui est ce qu'on appelle l'extension du fichier. Cette extension, même si attention, ça ne veut pas dire que ça garantit que le fichier est vraiment de ce format, mais en tout cas, vous savez comment Windows va se comporter pour essayer de lire ce fichier. C'est-à-dire que là, pour lui, il voit un fichier texte puisque ça termine par .txt, donc il va essayer de l'ouvrir avec un logiciel présent sur le système qui ouvre ce format de fichier. Donc si je fais un double clic dessus, il trouve voilà bloc-notes, donc c'est une application tout simple qui est présente par défaut comme un bloc-notes. Je pense que le nom dit déjà tout ce qu'il en est, et on peut effectivement du coup taper des choses dessus, même enregistrer, fermer, etc. Voilà, je ferme le fichier, si je le rouvre, il a bien gardé puisque j'ai sauvegardé le fichier, pas de problème. Donc j'ai fait un CTRL-S, sinon c'est ça. Enregistrer, mais vous voyez, les raccourcis clavier universel sont toujours marqués ici. Pas de problème. Alors comme je disais, si je m'amuse à faire ça, clic droit, renommer, je change l'extension TXT ici par exemple MP3, je fais oui, et regardez d'un coup, il change son comportement. Il le voit, parce qu'il se base sur l'extension, comme un fichier MP3, donc un fichier de musique. Ça a même changé l'icône, on voit une espèce de disque ou de vinyle, et a priori, il va le lancer avec un logiciel musique. D'ailleurs, si je fais un double clic dessus, on voit qu'effectivement, il lance Groove Music, qui est un autre logiciel sur Windows 10 présent par défaut. Et là, il essaye de lire un fichier texte, évidemment, produire du son à partir d'un simple fichier texte, où il y a marqué bonjour dedans. Ça ne marche pas. Voilà. C'est ce que je vous dis, parce que ça, c'est mine de rien très important, parce qu'il y a des fois des gens encore qui pourtant utilisent Windows et savent quand même pas mal s'en servir aujourd'hui, qui pensent que des fois juste en changeant une extension d'un fichier, on change carrément le type de fichier que c'est, et que ça y est, on pourrait par exemple convertir, je sais pas moi, n'importe quoi en fait, un format par exemple de fichier de musique en un autre format juste en changeant le nom de l'extension. Si c'était si simple, dites-vous qu'il n'y aurait pas des algorithmes pour faire des conversions et on n'utiliserait pas non plus des logiciels de conversion de format, s'il suffisait juste de changer une extension. Si c'était si simple que ça, on s'embêterait vraiment pas à passer par des conversions qui des fois prennent plusieurs minutes, voire plusieurs heures quand c'est des gros traitements de conversion, notamment en vidéo, ou en 3D, en animation, etc. Voilà, donc là, Windows, par l'extension, s'est dit, pour moi je vois un fichier musique, du coup je vais l'ouvrir par défaut avec un logiciel qui peut ouvrir ce format MP3, pour autant ça reste un fichier texte. Donc voilà. L'avantage, et qui est important, on va prendre un scénario d'attaque, un pirate par exemple qui est mis sur un site ou n'importe quoi, un fichier vérolé, donc généralement c'est un exécutable, d'accord. Il pourrait tout simplement avoir ce programme ici. Vous récupérez par exemple quelque chose en pensant que c'est un fichier de musique, et d'ailleurs on va remettre, pour que ce soit beaucoup plus visible, on va faire ceci, non on va faire ça, voilà. On va se mettre, voilà, un pirate qui veut par exemple envoyer un exécutable, donc un programme malveillant pour installer un virus sur un ordinateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, on va mettre par exemple Joule, la dernière musique de Joule, ici. Il va mettre un point MP3, d'accord? Jusqu'à là, pas de problème. Et il va mettre à la fin .exe. Donc évidemment, il va pas juste faire ça, c'est qu'il aura créé un véritable virus, d'accord? Et en fait, quand il va nommer le fichier de ce virus, il va l'appeler comme ça. Voilà ce qui se passe. Nous, ce qu'on voit, c'est que sur notre système, quand on a pensé à afficher des extensions, il n'y a aucun problème, on voit bien que c'est un fichier joule.mp3 et qu'en réalité, l'extension, c'est un .exe, d'accord, qui termine. Encore une fois, rien ne garantit que c'est véritablement un exécutable, mais déjà là, on voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a deux noms d'extension affichés, la dernière, c'est celle qui sera prise en compte par le système, c'est le .exe. D'ailleurs là, si je double-clique sur Windows, il va essayer de l'exécuter comme un programme. D'ailleurs, on vous dit, voilà, que ici de toute façon on ne peut pas l'exécuter puisqu'on essaie d'exécuter un fichier texte. Je rappelle que c'est un fichier texte ici, on a essayé de faire passer pour un MP3 en faisant finalement tenter d'exécuter comme un exécutable.
Là où ça peut être dangereux, parce qu'encore une fois on part du principe ici que ce serait un vrai virus, c'est-à-dire que là ce que j'ai fait, si c'était un vrai virus, bah, ça y est, il serait installé sur le système, d'accord, on aurait directement verrouillé le système, c'est que chez quelqu'un qui n'a pas affiché ses extensions, justement, voilà ce qui se passe. On va remettre le cas où les extensions de fichiers ne sont pas affichées, justement, en tout cas les plus connues, donc on va aller là. Voilà ce qui se passe. La personne va télécharger la musique en pensant que c'est une musique, et lui il voit ça, joule.mp3. Sauf si évidemment on s'y connaît minimum en informatique, quand on voit ça, on voit marqué MP3, tout le monde sait qu'un MP3, même les gens qui s'y connaissent pas en informatique, savent qu'un MP3 c'est une musique, d'accord? C'est un format qui parle à tout le monde. C'est voilà quelque chose de courant, tout le monde connaît ça. Donc on voit ce fichier, voilà, on peut mettre n'importe quel nom d'artiste.mp3, personne se douterait, quand en tout cas on se connaît pas vraiment en informatique, qu'en fait il y a autre chose derrière. Mais en réalité là l'extension est cachée. Ce .mp3 ce n'est pas l'extension, ça fait partie du nom du fichier. C'est pour ça que je vous conseille, que je prends le temps d'en parler dans cette vidéo, parce que c'est très important de penser à la sécurité, de toujours afficher les extensions des fichiers. Parce que ça, pareil, je vois moi dans les commentaires, vous me laissez, etc., qu'il y a souvent justement des gens qui travaillent avec des extensions qui ne sont pas affichées, et ça pose souvent plein de problèmes. Ça pose des problèmes d'un point de vue sécurité, ça pose un problème d'un point de vue gestion de fichiers simplement, ou pour ceux même qui font de la programmation ou autre, parce que bah, vous n'avez pas les bons formats de fichiers, que vous pensez en tout cas, et quand vous créez des fichiers, ça vous met pas les bons formats, et c'est juste prise de tête pour rien. Donc prenez cette habitude dès le départ, que vous soyez voilà, néophyte, voilà, utilisateur confirmé sur Windows, c'est une bonne habitude à prendre, notamment quand vous téléchargerez des programmes. Si vous voyez un programme où on vous fait croire qu'on télécharge un PDF, un document et que ça finit par un .exe, il y a quand même très forte chance qu'on essaye de vous faire télécharger un virus, donc au moins vous saurez qu'il ne faut pas télécharger, au moins déjà, ou en tout cas de ne pas l'exécuter. Voilà. Si un jour vous téléchargez un PDF pour je ne sais quoi et que le fichier finit par un .exe, ne l'exécutez pas, d'accord? Sauf si vraiment vous êtes sûr, mais de toute façon un PDF ce n'est pas un exécutable. Donc un PDF qui a une extension .exe, c'est assez douteux, sans être méchant. Donc attention à ce que vous récupérez encore une fois sur internet ou sur une clé USB ou par un pote ou n'importe quoi, on ne sait jamais. Ça d'ailleurs je vais l'enlever, je sais pas pourquoi il était encore ouvert, j'en veux pas, voilà. Ici. Donc pour cette gestion de documents, on a parlé un petit peu comment que ça se passait. Donc on crée un fichier, quelconque, voilà, on peut le nommer, d'accord, sans problème. On peut à tout moment refaire un clic droit sur un fichier, le renommer, vous voyez qu'il y a pas mal d'options différentes. Et on va parler maintenant de l'ouverture, donc comment sont pris en charge les fichiers par défaut. Ça c'est pareil, c'est un problème que je vois très souvent dans les commentaires que vous me laissez, dans les messages que vous me laissez, donc je pense que ce ne sera pas trop de l'aborder ici. Par défaut, comme je vous l'ai dit, Windows se dit, il y a une extension de fichier, donc pour moi c'est tel type de fichier, et tel type de fichier, j'ai une espèce de base de données qui me dit que ce type de fichier, je vais l'ouvrir avec tel type de programme. Alors on a une base sur Windows de programmes qu'on peut configurer par exemple pour des documents, un navigateur web, pour de la musique. Normalement, parce que c'est des fois pas très bien rangé, donc je vais faire Windows I comme paramètre, on rappelle hein, le raccourci bizarre, mais peu importe, et on va aller directement dans, alors je crois que c'est ici normalement dans application, application par défaut, voilà c'est bien là, ici. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez déjà une base. En gros on voit que tout ce qui est messagerie électronique, et je crois qu'on l'avait vite fait aborder dans la séance sur la configuration, mais bon dans le doute on va en reparler un petit peu vite fait, vous voyez qu'il passe par son application courrier, l'application qui est présente sur Windows. Pour les cartes, il passe par carte. Pour le lecteur de musique, bah, il passe par Groove Music. On l'a vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, quand on a essayé de faire croire qu'on avait un MP3, vous avez vu, il a directement lancé ce logiciel-là. Pour les images, il passe par son application photo. Pour le lecteur vidéo, il passe par Film et TV. Et pour le navigateur web, il passe par Microsoft Edge. D'accord ? Pas de souci là-dessus. Si plus tard, et on le verra plus tard dans le cours, vous installez d'autres logiciels, admettons, bah ça vous n'en voulez plus, vous ne voulez pas utiliser ce lecteur, vous pourrez très bien dire, je fais un clic là, je sélectionne dans la liste un autre logiciel de musique et je choisis ce logiciel par défaut. Par exemple, le super lecteur Windows Media. Voilà, qui fait que tout sera ouvert par défaut là-dessus. Alors ça, c'est le passage par interface graphique ici, qui n'est pas forcément l'idéal, on va dire, qui n'existait pas d'ailleurs au départ. Le mieux, c'est vous avez un type de fichier particulier, par exemple ici un TXT, vous faites un clic droit, vous allez dans Propriétés, et là vous trouvez un superbe menu qui est très important, qui est S'ouvre avec. Vous pouvez le modifier, on voit que par défaut, donc vous voyez document texte, il vous met l'extension entre parenthèses, et il vous dit qu'il ouvre ça avec bloc-notes. C'est effectivement le cas, si je fais un double-clic, on l'a vu tout à l'heure, ça ouvre avec le bloc-notes, pas de problème là-dessus. Moi je veux l'ouvrir avec autre chose, parce qu'il existe d'autres logiciels présents par défaut sur Windows pour ouvrir des fichiers texte. Donc on va passer par autre chose, notamment WordPad par exemple. Donc propriété, modifier,
Et ici, il vous propose certains logiciels qu'il a pu trouver qui ont a priori possibilité d'ouvrir ce type de format. Si c'est présent dans la liste, évidemment, vous pouvez le faire. Moi, par exemple, c'est le cas ici, je fais WordPad. OK, je fais appliquer, OK. Ça change généralement l'icône quand c'est pris en charge par le système, etc. Je fais un double clic et là, vous allez voir que ce n'est plus le bloc-notes qui s'ouvre, c'est WordPad. D'accord? On passe par un autre programme. Si plus tard vous installez un autre logiciel pour gérer des fichiers texte, il faudra changer ça aussi. Alors vous n'avez besoin que de le faire qu'une fois, c'est-à-dire qu'après, tous les prochains fichiers texte que vous allez créer garderont, vous voyez, le même logiciel par défaut pour être ouvert. D'accord? Il n'y a pas besoin de le faire par fichier, sinon imaginez 500 fichiers de musique, s'il faut que sur les 500 fichiers vous dites eh bien je veux ouvrir avec VLC, eh bien, vous n'avez pas fini par rapport à ça. Donc c'est une seule fois à faire et après le système prend tout en compte pour les prochains fichiers possédant cette extension. Très important. Maintenant, autre scénario, je veux faire ceci, d'accord, d'accéder à un logiciel, et il est malheureusement pas présent dans cette liste. Bah, encore une fois, faites attention, prenez le temps de lire un peu ce qui est affiché parce que ça donne quand même suffisamment d'indications. On va dans plus d'applications. On a une liste qui est déjà beaucoup plus grande. Et si ce n'est pas suffisant, vous allez dans rechercher une autre application, et vous tout simplement, dans votre explorateur, vous cherchez, d'accord, un programme où il est disposé. Sans trop entrer dans les détails, puisqu'on n'a pas encore abordé tout ce qui est gestion de programmes, logiciels, etc., applications, vous allez dans votre disque local, ici, et vous avez deux répertoires. Un répertoire programme ou un répertoire programme x86. Pour faire court, la seule différence, c'est qu'ici sont mis, normalement, même s'il y a certains éditeurs qui jouent pas le jeu et qui font un peu n'importe quoi, doivent être normalement mis tous les programmes 64 bits, donc c'est notamment pour les architectures de processeurs 64 bits, surtout pour ceux qui ont des ordinateurs avec plus de 4 Go de RAM, de mémoire vive, et ici sont les applications un peu anciennes qui sont les 32 bits, d'accord? Même si des fois il y a des gens qui malheureusement mettent du 32 bits là-dedans ou inversement, mais bon, peu importe. En gros, vous avez différents logiciels et un jour, quand vous aurez installé un logiciel bien spécifique, vous pourrez rechercher son exécutable dans un de ces répertoires-là, le sélectionner et faire ouvrir. Et du coup, ça remplacera bien comme il faut et vous pourrez faire appliquer, OK, etc. Voilà, donc ça c'est important parce que ça permet de choisir avec quel logiciel vous travaillez. Ça évite d'ouvrir par exemple, regardez, de faire ça, c'est-à-dire que là, je fais un double clic, ça fait ça. Bah, si je ne fais pas la modification de logiciel par défaut, admettons que je veuille ouvrir ce fichier-là avec bloc-notes, eh bien je suis obligé d'ouvrir bloc-notes. Voilà, je démarre bloc-notes. Et après, c'est seulement de lui. Bon, des fois, il y a des raccourcis où je peux faire ça. Hop, je glisse voilà, le fichier dans l'interface et logiquement, ça le prend en compte. On va recommencer pour voir. Il n'y a pas de texte. Bloc-notes, voilà, je fais ça. Hop, et généralement, ça l'ouvre. D'accord, ça fonctionne dans quasiment tous les logiciels. Sinon, il faut aller dans Fichier, Ouvrir, et il faut rechercher le fichier en question à ouvrir pour que ce soit pris en compte. Voilà. Donc si vous n'avez pas envie de faire ça à chaque fois, que vous voulez absolument vous dire, bah, moi mes fichiers texte, je les ouvre avec tel programme bien spécifique, le mieux c'est de le régler dans les propriétés. Comme ça, vous faites ça une seule fois et après c'est réglé pour tous les autres prochains fichiers que vous aurez. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique là-dessus. Ça c'est pour tout ce qui est documents simples. Si vous utilisez un logiciel de bureautique, pareil, j'ai déjà vu des gens, quand par exemple vous utilisez, je sais pas moi, Microsoft Word, Microsoft Excel ou autre, vous avez vu des formats particuliers. Même chose, j'ai vu des gens, moi, des fois me sortir, d'essayer de convertir un fichier Word, donc un fichier docx, parce que maintenant c'est docx et plus seulement doc, en par exemple fichier texte. Mais c'est pas possible, ce sont deux formats de fichiers différents qui contiennent des informations différentes. L'avantage c'est qu'un fichier texte, ça contient rien de bien spécial. C'est pour ça par exemple, et ça je m'adresse pour le coup à ceux qui programment, généralement, quand vous programmez, ce que vous faites et ce que moi je vous ai montré en vidéo, bah, c'est que je fais un fichier texte, et ensuite, là pour le coup, je remplace l'extension, je fais le texter, et je mets par exemple .c pour un programme en langage C, .py pour un programme en Python, .java, etc. Pourquoi dans ce cas-là ça fonctionne? Parce qu'en réalité, bah, un fichier source, c'est un fichier texte en fait, tout simplement. Sauf qu'il y a une extension particulière qui fait que bah, les outils qu'on utilise pour créer des programmes, pour compiler, pour interpréter, etc., identifie des extensions précises. Mais il se base juste sur une extension. C'est un fichier texte, sauf qu'au lieu de le terminer par txt, on lui ajoute une autre extension pour l'identifier par les outils qu'on utilise. Mais c'est tout. Donc dans ce genre de cas, effectivement, quand on crée un fichier texte et qu'on remplace par l'extension par .py pour Python, eh bien ça fonctionne. Mais pour autant, si vous essayez de transformer une musique, par exemple, en image, vous n'aurez pas une représentation imagée de votre musique. Ça ne fonctionne pas. D'accord, ça je le dis, parce que j'en vois pas mal qui le font. Et non, ça ne marche pas comme ça. Si c'était encore une fois si simple, eh bien on ne se prendrait vraiment pas la tête à faire des conversions de données, de format. Voilà pour ça. Donc tout ce qui est fichier texte, comme c'est du format brut en fait, il n'y a pas vraiment, on va dire, d'informations qui sont compilées ou autres pour définir le format texte. Voilà, c'est un format
brut en fait de source, eh bien on peut souvent convertir un fichier texte en un autre format brut, comme un fichier source de programmation ou ce genre de choses. Par contre, pour tout ce qui est fichier média, tout ce qui est fichier avec des codages bien particuliers, notamment les images, puisque dans une image, on code les couleurs, les codes de couleurs, etc. Là, on ne peut pas faire de la conversion comme on veut. Donc attention. La seule conversion éventuellement que vous pouvez faire, c'est si un jour vous avez une image, par exemple, au format truc.jpg. Voilà, ça c'est un peu l'ancien nom d'extension d'une image qui possède le format JPG. D'accord, JPEG. Donc généralement, vous pouvez virer le E ici de JPEG pour que ça fasse directement JPG. Et là, vous pouvez passer de l'un à l'autre, il n'y aura pas de problème, puisque c'est le même en fait type de fichier. C'est juste qu'il y a deux extensions, un alias et une version un peu ancienne, pour gérer ce format-là. Même chose pour ceux qui font des pages web, vous avez le HTML, qui est d'ailleurs une extension à ne plus utiliser aujourd'hui, et vous avez le HTML. Donc si vous rajoutez un L, ce sera toujours le même type de fichier, vous n'avez fait aucune conversion en réalité. C'est juste qu'il y a un alias à chaque fois pour le nom d'extension. Voilà. Concernant fichier, oui, ce que j'avais dit dans la séance présente, je voulais parler des raccourcis. Les raccourcis, c'est utile par exemple quand d'un répertoire on veut accéder à un autre répertoire ou à un autre fichier. Un raccourci, attention, ce n'est pas un fichier, c'est simplement un lien qui va vous dire, plutôt que d'aller exactement à l'endroit où se trouve sur ton disque dur un fichier ou une clé USB, on va te mettre un lien qui va faire que quand tu vas cliquer sur ce lien, va t'envoyer directement comme si tu avais cliqué sur ce fichier. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que des fois, je vois des gens qui s'amusent à faire ça, et ça c'est un truc, attention, vous allez voir, c'est incroyable. Mais c'est pareil, on peut pas, voilà, c'est comme ça, quand on connaît pas, hein, il faut bien apprendre, c'est normal. Par exemple, les gens vont faire ici des fichiers, donc on va créer un document, doc.txt. Alors je vais mettre pas mal de choses dedans, on va répéter, hop, histoire qu'il y ait un peu, voilà, que le fichier fasse une certaine taille. Hein. Hop. Ah, par contre, je vais faire format retour à la ligne automatique, voilà, qu'on puisse mieux voir. C'est histoire qu'il fasse une certaine taille de fichier, hein, pas que ce soit un fichier vide. Donc là, on le voit en bas, 5,74 kilooctets, pas de problème. Et il y en a qui vont faire ça, par exemple. Ici, on fait soit un clic droit, ici, on fait créer un raccourci. Ça crée directement un raccourci du fichier. Ou alors, on peut faire comme je l'ai montré rapidement dans la séance précédente. On fait clic droit, nouveau, raccourci. Et ici, on va chercher le chemin. Donc ça, c'est un petit peu nouveau ce que je vous montre là. Vers ce fichier. Donc en gros, tout ça. Ah, il met directement document. Voilà, on peut faire reparcourir éventuellement. Il est dans document, donc c'est ici. Document. Et voyez, on clique là. Hop. Et le chemin complet. User, JSON, document, doc.txt. Suivant. On met le nom. Doc. Et ici. Et là, on obtient un raccourci. D'accord? Ça, ce n'est pas une copie qui a été faite de votre fichier. Parce qu'après, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens, ils font des raccourcis comme ça. C'est des choses que j'ai déjà vues, hein, donc c'est pour ça que là, je dis, il faut faire attention. Et qu'après, sur clé USB, par exemple, stocker les raccourcis. En se disant, c'est bien parce qu'en plus, regardez, mon fichier original, il fait 5,74 kilooctets. Quand je regarde le raccourci, clic droit propriété notamment, eh bien, on voit que en termes de taille, le fichier, en fait, voilà. On a une taille qui est quasi, alors je dirais pas nulle parce que c'est pas vrai, mais on a une taille qui est largement plus petite. On voit que le fichier enregistré sur disque lui a une certaine taille, le raccourci en lui-même, il n'y a rien. Donc on serait tenté de se dire, c'est génial parce que quand je fais des raccourcis, les fichiers prennent moins de place. Du coup, il y a des gens, ce qu'ils font, ils stockent les raccourcis sur des clés ou autres, ils stockent ces fichiers-là, et des fois pire, ces fichiers-là sont supprimés, mais ça ne marche pas en fait, parce que le raccourci, s'il ne trouve pas le fichier sur lequel il pointe, il n'y a rien en fait, c'est un fichier qui sert à rien. Donc là, tant que je fais ça, si je clique sur mon raccourci, en réalité, c'est comme si j'avais double-cliqué sur mon fichier original, donc ça l'ouvre. Par contre, si demain, enfin n'importe quand, je déplace ce fichier, hop, le raccourci évidemment ne fonctionne plus. Alors ici par contre il fonctionne parce qu'il a gardé le chemin. Qu'est-ce qu'il m'a mis par contre? Attendez. Ah si, il a gardé le chemin ici par contre. Alors ça par contre ça le faisait pas forcément avant. Mais c'est surtout, voilà, parce que surtout le plus important c'est pas tellement le fait de déplacer, c'est si je fais ça. Ça j'ai déjà vu pour le coup. On supprime le fichier original, on garde le raccourci. Et là voilà. Forcément le raccourci devient un lien orphelin, d'accord, qui ne trouve plus en fait le fichier en question. Et vous n'avez plus qu'à supprimer votre raccourci. Donc attention, un raccourci ce n'est pas une copie, une duplication de votre fichier, c'est simplement un lien qui va pointer vers celui-là. Si vous voulez faire une copie d'un document, pour une clé USB, pour n'importe quoi, vous avez un doc, quelque chose comme ça, vous faites simplement un clic droit, copier, coller. Ou CTRL-V, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Et là vous avez effectivement une copie, que vous pouvez renommer autrement. Voilà, on a bien une copie du document. Là il n'y a pas de problème. Donc attention à ça. De toute façon, au niveau du clic droit, vous avez quand même beaucoup de choses. On peut faire nouveau ici, on peut créer des dossiers. On peut, voilà,
organiser ces différents fichiers, d'accord, dossiers et des fichiers dans les dossiers. Comme ça, vous pouvez faire des sous-dossiers, on peut mettre des dossiers en des dossiers, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les renommer aussi, etc. On peut faire des raccourcis sur des dossiers, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, comme vous voyez, les bibliothèques ici, bureau, documents, images, en fait, ce sont des raccourcis, d'accord? Ce sont tout simplement des raccourcis qui permettent d'accéder directement à ces répertoires-là. Donc on peut faire ce genre de choses. Alors ça, c'est ce que je voulais aborder. Donc on a vu tout ce qui était gestion de fichiers, on a parlé de tout ce qui était extension, ça c'était pour le coup, surtout sur Windows, c'était très important, parce que si vous êtes sur macOS ou que vous utilisez une distribution GNU Linux, les extensions sont un fichier de base, donc c'est quelque chose avec lequel nous sommes habitués. Quand on est sur Windows, elles ne le sont pas par défaut, donc généralement les gens prennent l'habitude de ne pas les voir, et c'est assez dommage, surtout en termes de sécurité. On a vu comment créer des fichiers, on a vu comment gérer l'ouverture de ces fichiers par des logiciels de base, même si on abordera des logiciels que vous pourrez vous-même installer, hein, selon vos préférences plus tard. Mais on a vu déjà avec des ouvertures de logiciels par défaut. Et on va terminer avec tout ce qui est système d'archives, surtout que Windows 10 propose un bon système d'archivage. Donc une archive, c'est tout simplement une sorte de répertoire compressé qui va permettre de stocker plein de fichiers. En gros, plutôt que d'avoir un dossier qui contient plusieurs fichiers que vous allez devoir déplacer sur une clé USB haute que vous voulez transporter, vous allez avoir en fait un fichier fermé, comme une boîte, hein. Imaginez un classeur par exemple d'archives, on peut mettre tout un tas de choses dedans, évidemment on peut mettre des dossiers, on peut mettre des fichiers, etc. Et cette archive, vous pouvez comme ça, en un seul fichier finalement, le transporter, le mettre sur une clé, faire des copies, etc. Alors, sans parler encore une fois de logiciels de gestionnaire d'archives que vous pourrez installer plus tard, quand on sera un peu plus loin sur ce cours, sur votre système, on va utiliser le système par défaut, pour le moment en tout cas, de Windows. Donc comment faire ça? Alors je vais normalement créer... alors logiquement je peux faire ça, voilà, nouveau. Donc clic droit, nouveau, dossier compressé, d'accord? Ça possède, vous voyez, pour le coup, c'est encore une fois très important de voir les extensions, parce que du coup vous savez ce que vous faites, et du coup vous savez que le principal format, d'accord, courant d'une archive, c'est le format zip. C'est pour ça que d'ailleurs souvent par abus de langage on dit une archive zip, mais en réalité il existe d'autres formats, mais c'est le format le plus courant, le plus connu. Ici vous mettez archive par exemple, archive et bravo, je ne sais pas écrire ici, et ça quand j'ouvre ce fichier là directement, voilà, ça fonctionne un peu comme un dossier. Donc je peux même ici, alors pas forcément faire ça, non, je vais faire par exemple ici là. Alors, je connais pas forcément par cœur ce système d'archivage parce qu'évidemment je m'en sers pas moi personnellement, j'ai mon logiciel de gestionnaire d'archives et vous pouvez vous en servir. Du coup imaginons on aurait un document, je fais des faux fichiers qui évidemment ne sont pas des... Voilà. Bon, à part pour fichier texte, et pour les autres non, parce que là je mets par exemple song alors que ce n'est évidemment pas une musique, hein. Maintenant vous savez pourquoi. Là, d'ailleurs on voit que maintenant que c'est comme c'est ouvert avec Windows Media, il met une jolie image de... Regardez, on va créer un film, on va créer... attendez, qu'est-ce qu'on peut créer? Allez, la vérité si je mens 4. Incroyable, le film vient de sortir. Un AVI, c'est un film, waouh, super. Et on va créer le nouveau Batman. Batman, le retour de Yoda, rien à voir bien sûr avec Batman, mais c'est pas grave. Et ça, ce sera un MP4, parce qu'on aime bien le format MP4. Voilà, voilà, incroyable. Et tout ça, hop, on fait ça, on le déplace dedans. Et voilà, ça fait une copie pour le coup, c'est-à-dire que vous voyez, les fichiers sont toujours présents ici, mais dans mon archive, ils viennent d'être mis dedans et ils sont compressés. L'avantage est seulement là c'est pas comme les raccourcis, c'est qu'une archive compressée prendra moins de place. En gros, il y a des algorithmes de compression qui font que, alors pas pour tous les fichiers et pas efficacement selon le format, par exemple il y a des fichiers qui sont beaucoup plus faciles à compresser que d'autres. Un fichier texte par exemple, on peut obtenir des tailles très très petites. Quand c'est un film, par exemple, une vidéo, c'est difficile de compresser un fichier vidéo. C'est tout simplement voilà, logique par rapport à la manière dont sont construits ces différents types de fichiers. Donc ça, pour le coup, vous avez un doublon. Vous avez les fichiers originaux, vous avez l'archive. Et effectivement, alors là, je ne sais pas si ça se verra évidemment. Ça ne se verra pas forcément d'ailleurs. Non, pas trop, parce qu'en plus on a la taille de l'archive. Ça vous permet en fait de d'économiser de la place. Si par exemple vous avez énormément de documents que vous ne consultez pas forcément tous les jours, mais vous voulez et gagner un petit peu de place sur votre système, vous pouvez comme ça archiver. Alors ça c'est le système présent par défaut sur Windows 10, ce n'est pas forcément le plus efficace, donc plus tard dans tous les cas, vous ferez sûrement comme tout le monde, vous installerez un logiciel donc un gestionnaire d'archives, pour pouvoir vous faire vos propres archives zip ou autres, même dans d'autres formats encore plus efficaces que le zip, pour pouvoir gagner de la place. Et l'avantage aussi, c'est que le jour où vous voulez par exemple à quelqu'un partager plein de fichiers, d'accord, en un coup, plutôt que de passer voilà, tous les fichiers comme ça n'importe comment, vous faites une archive, c'est plus simple. Donc là, l'autre solution aussi, c'est de faire ça. Vous faites un clic droit, donc vous voyez, je reste appuyé avec le clic gauche de ma souris, je sélectionne tout ce que je veux,
clic droit, et je dois pouvoir normalement faire, est-ce qu'il le propose, et là bizarrement il va pas le proposer. Si c'est bon, on fait envoyer vers, ce qui est un peu bizarre, ils auraient dû mettre un menu compressé, mais peu importe. Et on fait dossier compressé. Et là vous mettez document avec un S, parce qu'il y a plein de choses dedans. Et voilà. Et pareil, si je vais dedans, oh, là, je retrouve tout ce que j'avais. Et ça, c'est effectivement une copie. C'est-à-dire qu'une fois après, je peux supprimer tout ça. Hop. Voilà. Alors je n'aurai plus du coup de copie de sauvegarde, mais j'ai tous mes fichiers qui sont bien ici. Pareil, comment on fait l'inverse? C'est-à-dire que là, on a compressé pour faire une archive. On peut décompresser. C'est-à-dire que quelqu'un, vous lui filez une copie de ce zip-là. Lui, il le récupère. Soit il y accède directement là, mais c'est dans l'archive compressée. Soit il fait tout simplement un clic droit dessus. Et il doit pouvoir faire extraire tout. Voilà. Il choisit où est-ce qu'il extrait. Par défaut, c'est le chemin où est l'archive. Hop. Et voilà. Et récupère, vous voyez, tout le contenu des fichiers. Donc plutôt pratique. Et on aura fait le tour. On aura vu en tout cas tout ce que je voulais vous aborder. Ça fait combien? Ça fait une petite demi-heure de vidéo, c'est parfait. On aura vu pas mal de choses, donc on va s'arrêter sur tout ce qui est gestion documents. On va parler des médias, d'internet, etc. un peu plus tard, comme je l'avais dit déjà dans la séance précédente. Là maintenant, normalement, vous savez, voilà, qu'est-ce qu'un fichier, comment ça fonctionne, etc. Petit point aussi que j'ai pas dit, mais qui est quand même important, vous avez un disque dur, d'accord, sur votre ordinateur, qu'il soit portable, fixe ou autre, et ces fichiers sont des informations qui vont être écrites dessus. Évidemment, quand vous, par exemple, je sais pas, moi je prends un exemple de fichier texte ici, ça aussi j'en parle parce que j'ai vu beaucoup de gens ne pas savoir ce genre de choses-là, donc j'en profite pour en parler dans cette vidéo. J'ai un doc par exemple, là vous voyez quand j'ai fait ça, ça a réellement enregistré un fichier, créé un nouveau fichier sur mon disque, il existe. C'est-à-dire que mon disque c'est une mémoire qui fait que elle n'est pas volatile contrairement à la mémoire vive. En gros, si j'éteins mon PC et que je le redémarre, mes fichiers n'auront pas disparu, sinon ça risquerait d'être assez problématique pour beaucoup de choses. Du coup, je garde, c'est de la persistance de données, je garde ces informations-là. Maintenant, j'ouvre mon document ici. Je fais tout un tas de choses dessus. Tout ce qui vient de se passer là n'a pas encore été enregistré. C'est comme pour tout, c'est-à-dire que chaque modification que vous faites dans un fichier, par exemple, vous êtes en train de faire du dessin sur un logiciel d'infographie, tant que vous n'avez pas enregistré, aucun changement n'a été pris en compte sur le disque dur. D'accord? Votre fichier est en cours de modification, il faut l'enregistrer. Généralement, dans tous les logiciels, qu'ils soient français, anglais, etc., il y a un menu fichier ou file, et vous trouvez save, save as, ou enregistrer, enregistrer sous. Pour enregistrer. Comme c'est indiqué encore une fois, le raccourci universel, que vous soyez sur Windows, sur macOS, sur GNU Linux, peu importe, c'est avec votre clavier CTRL plus S. S pour save. Vous faites ça depuis votre clavier, ça enregistre le fichier. Généralement d'ailleurs, vous avez dû le remarquer, notamment sur ce logiciel-là, vous voyez que là j'ai le nom du fichier. Quand je modifie, regardez, il y a une petite étoile qui apparaît. Il y a souvent, c'est pas forcément toujours une étoile, mais sur ces logiciels-là, un petit indicateur qui vous dit attention, ce fichier n'a pas été enregistré. Et généralement aussi, quand un programme est bien fait, attention, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs de logiciels qui font pas forcément cette petite vérification, qui fait que quand vous essayez de fermer un programme, donc un fichier, s'il n'a pas été sauvegardé, heureusement, vous aurez une petite pop-up pour vous dire voulez-vous enregistrer des modifications. Donc ça, encore une fois, ça peut paraître évident pour beaucoup de gens, mais j'ai vu tellement de gens ne pas savoir ce petit détail, qui est un détail informatique qui est hyper important pour enregistrer tout ça, que je profitais justement pour le rappeler ici. Donc n'oubliez pas, voilà, quand vous écrivez par exemple un rapport, je sais pas moi, pour le travail, pour les études, sur un fichier, un traitement de texte, un document de texte, ou n'importe quoi, que vous faites du dessin, que vous utilisez un logiciel de 3D, que vous êtes en train de faire par exemple une texture sur un modèle 3D, tout ça, il faut enregistrer et surtout enregistrer régulièrement. Parce que si vous ne le faites pas, s'il y a une coupure de courant par exemple, ou une panne et que votre PC se coupe, tout ce qui n'aura pas été enregistré est perdu. Voilà, donc c'est très important évidemment de prendre en compte tout ça. La sauvegarde de fichiers. Il y a toujours en fait une mémoire temporaire, c'est-à-dire quand vous êtes en train de modifier quelque chose, c'est enregistré dans la mémoire vive, d'accord, parce qu'il faut bien que les changements aient été pris en compte, que vous les voyez à votre écran. Par contre, pour que ce soit effectivement pris en compte et enregistré sur le fichier sur votre disque dur, il faut généralement faire un petit CTRL-S pour que les changements soient bien appliqués et effectivement écrits sur le disque. On a du coup une opération dite d'écriture qui est faite sur le disque, et pas de lecture, comme quand par exemple je fais ça. Là je viens de lire mon fichier, quand je fais ça, j'écris, mais il n'y a rien qui a été pris en compte, et c'est seulement quand je fais le CTRL-S que ça réalise une opération d'écriture sur mon disque dur, et que le fichier peut être fermé et bien sauvegardé, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'hésitez pas, pensez bien à faire ça. Faites des copies de vos fichiers, ça j'en profite aussi, petite astuce aussi. N'hésitez pas à faire des copies de sauvegarde pour des fichiers sensibles, sur des clés, disques durs externes, éventuellement dans des solutions d'hébergement en ligne, OneDrive, Google Doc, enfin peu importe.
Voilà, faites des fichiers, surtout pour des choses très importantes, parce que si un jour vous perdez quelque chose, si vous n'avez pas de copie de sauvegarde, c'est embêtant. Donc on ne le dit jamais assez, mais on le dira de toute façon jamais assez, parce que malgré le fait de le répéter, il y a encore des gens tous les jours sur des forums, sur des sites qui viennent se plaindre que ils étaient en train de travailler sur un rapport de stage, ou ils étaient en train de faire une musique, ou ils étaient en train de faire un truc d'image, ou ils avaient des photos de famille, et ils ont perdu à cause d'une panne, à cause voilà, d'un vol, d'une perte de clé ou n'importe quoi. Pas de bol, il n'y avait pas de backup, et du coup ils ont tout perdu, c'est un petit peu dommage. Donc, faites des sauvegardes, faites des backups, mieux vaut qu'il y en ait trop, que vous en ayez trop fait, plutôt que pas du tout. Donc c'est la petite astuce, le petit conseil de fin. Avant de se quitter, j'espère que cette vidéo vous aura servi, en tout cas pour beaucoup, je sais qu'elle aura servi pour beaucoup. Donc, encore une fois, vu les commentaires que j'avais pu recevoir sur pas mal de problèmes rencontrés sur Windows, je sais que ça va dépanner pas mal de monde, et tant mieux puisque cette formation est là pour ça. Je vais vous dire à bientôt, on va se retrouver du coup pour une prochaine séance sur cette formation Windows. Prochaine fois on parlera de tout ce qui est médias. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on a fait un peu là concernant les documents, textes, etc. On abordera la même chose concernant les médias. Comment on peut lire une musique, comment on peut lire une vidéo sur Windows sans rien installer. C'est-à-dire de base comment on fait pour gérer ça. J'ai volontairement pas parlé des PDF, puisque le PDF, normalement, surtout maintenant, vous pouvez ouvrir ce type de fichier via un navigateur web, d'accord, Google Chrome, etc., Firefox ou autres, sont capables directement de lire des PDF au sein du navigateur. Sinon, on verra par la suite qu'il y a des logiciels qui sont installés, qui ne sont pas forcément présents par défaut pour lire ce type de fichier. Mais logiquement, comme vous avez tous un navigateur, normalement, vous n'avez plus forcément besoin d'installer un lecteur PDF pour lire des documents PDF. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, je le dis que c'est très important pour soutenir mon travail et faire connaître encore une fois cette chaîne à un maximum de monde. Des bisous à tous, à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.